braqué. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Tableau économique que nous avons l'habitude maintenant, vous et moi, de suivre, de partager et puis ensemble de découvrir les grandes questions d'actualité économique en RDC, mais partout dans le monde. Je salue également tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, qui ont l'habitude maintenant de nous suivre au travers des liens YouTube que nous partageons un peu partout sur la toile. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui tient à cœur dans le monde de l'entrepreneuriat, mais des affaires aussi. Comment monter et réussir une affaire? Je pense que ça intéresse plusieurs personnes, plusieurs jeunes dans ce contexte où aujourd'hui trouver un emploi n'est pas facile après avoir terminé les études universitaires. Nous allons en parler avec un invité que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais avant cela, je vous propose de suivre la première rubrique de cette émission, le panier de la ménagère, et nous allons nous retrouver tout de suite après. Cette semaine, notre ronde commence par la farine de maïs. Dans une mesure, c'est maintenu à 2000 francs. Le riz, un produit très consommé à Kinshasa, a maintenu son prix de sac de riz à 42 000 francs, soit 20 $ américains. Pour ceux qui raffolent les poissons, sachez qu'un kilo de mpiodi est vendu à 5 000 francs congolais. Si vous voulez manger du poisson salé, vous devez prévoir 8 500 francs congolais pour 1 kilo ou la moyenne de 1000 francs pour une pièce. La ménagère a besoin de garder sa maison propre. Il lui faut quelques savons et détergents. Une boule de savon coûte 500 francs congolais, tandis qu'un sachet de détergent exige que l'on débourse 250 francs. Le sucre, un produit indispensable dans la maison, revient à 10 000 francs congolais. Le sachet de 5 kg. Pour le pain, la baguette moyenne revient à 300 francs. Chère ménagère, prévoyez toujours 500 francs de transport pour une petite distance et 1000 francs pour la moto à l'heure où Kinshasa est plein d'embouteillages. Merci et à la fois prochaine. Et voilà, le panier de la ménagère, c'est une rubrique avec laquelle vous devez vous habituer maintenant. Nous vous montrons les prix des premières, comment on l'appelle, des denrées de première nécessité dans la ville de Kinshasa, mais également à RDC. Nous le ferons maintenant chaque semaine. Mais avant que nous puissions encore continuer, voici une deuxième rubrique, l'actualité économique de toute la semaine dans ce condensé de Yoris Yangba. Mesdames et messieurs, pendant la semaine du 5 au 10 juillet, l'actualité économique a été dominée par le rapport de l'Inspection générale des finances, l'IGF en sigle, qui a déclaré que plus de 90% des entreprises publiques de la République démocratique du Congo sont mal gérées. Selon Jules Alingete, inspecteur général des chefs des services de l'IGF, sur les 100% des fonds déboursés par les gouvernements congolais dans les entreprises publiques, 70% prennent le chemin détourné. Par la suite, un groupe de députés nationaux s'enquiert de l'évolution du dossier produit surgelé auprès de Jean-Marie Kalumba, ministre national de l'économie. À cette occasion, le patron de l'économie congolaise a dénoncé, selon ses dires, la mauvaise foi des opérateurs économiques importateurs de produits surgelés. Mais pour la FEC, la baisse des prix est possible si les gouvernements congolais suppriment certains droits imposés aux opérateurs économiques, en l'occurrence la TVA. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté au lancement de la toute première coopérative de pêcherie, la coopérative de pêche et de commercialisation de poissons. Au cours d'un échange direct le samedi dernier entre les chefs de l'État et une cinquantaine de pêcheurs, en présence des ministres de la Pêche et Élevage Adrien Bokele, des Affaires foncières Molendo Sakombi et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka. Il a été relevé l'importance de la régulation du métier de la pêche fluviale et de l'élaboration d'une charte de pêcheurs afin de bannir certaines pratiques de pêche de prédation. Clôturons avec cette information. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat rappelle que le bailleur qui perçoit une garantie locative de plus de 3 mois sera puni d'1 à 3 ans de servitude pénale. La population est à rappeler à respecter l'article 18 de la loi numéro 15/025 qui dispose que la garantie locative pour les maisons résidentielles est de 3 mois.
Merci Yoris Riomba pour ce condensé économique de la semaine. Nous allons maintenant parler de ce thème dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure comment monter et réussir une affaire. Alors pour en discuter, je reçois sur ce plateau le coach, comme on l'appelle souvent, Monsieur Christen Chika. Il est lui-même entrepreneur. Bonjour Monsieur Christen. Bonjour Madame. Vous allez très bien? Je vais très bien, merci. Alors, il est, pour ce que je puisse savoir, il est CEO de l'entreprise Capital. Il est aussi coach business, en business ou bien business. Le 2, ça va, coach en business. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de votre présentation que vous voudrez vous-même ajouter? Je suis conférencier motivateur, voilà, j'aime ma vie, voilà. Ok, donc c'est dans cette ambiance que nous allons continuer. Nous avions dit que tout à l'heure, nous allons parler de comment monter et réussir une affaire. Alors, d'emblée, qu'est-ce qu'on appelle une affaire? On devrait d'abord partir sur cette base-là. C'est quoi une affaire? Une affaire ou un business, c'est toute activité rentable, c'est toute activité capable de générer de l'argent. Donc en termes généraux, c'est ça en fait, s'il faut parler d'une affaire, pas d'une affaire en termes de commérage, mais une affaire en termes de business. Donc c'est toute activité qui a le potentiel de générer de l'argent. De l'argent. Alors quelles sont les grandes étapes pour monter une affaire? Quelles sont les grandes étapes à suivre? Bon, en fait, voilà, je veux monter une affaire. Comment je dois procéder? Alors, pour monter une affaire, il y a plusieurs étapes, bien sûr, mais tout part de l'idée. Tout part de l'idée, c'est poser la question, qu'est-ce que je vais faire, dans quoi je vais entreprendre? Donc, vous avez votre idée. Ensuite, vous devez transformer cette idée en quelque chose de rentable. Et là, pour ceux qui font des formations en entrepreneuriat, on appelle ça avoir un modèle économique. Votre idée doit avoir un modèle économique. Un modèle économique répond simplement à la question comment est-ce que l'argent va entrer dans mon business. Lorsque vous avez lancé la chaîne de télévision, c'était une idée. Ce que la passion, le souci était de communiquer. Mais après la question, ok, on va faire la chaîne, mais après, comment est-ce que l'argent va entrer? Alors, après cette étape, maintenant, on se pose la question, on doit maintenant écrire tout ça, le contextualiser, et ce qu'on appelle avoir un business plan. Bon, malheureusement, beaucoup de gens ne se donnent pas des soucis d'avoir un business plan. Un business plan, c'est un document que vous élaborez qui définit justement la matérialisation de votre affaire. Bon, les Congolais n'ont pas toujours l'habitude de lancer leur business avec, bien sûr, un document bien élaboré. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces documents-là? C'est que vous avez la présentation de votre entreprise, vous avez vos produits et services, vous avez vos stratégies marketing et de communication, et vous avez aussi ce qu'on appelle vos prévisions financières. Dans vos prévisions financières, vous avez des estimations de vente, vous avez vos charges ou vos dépenses, et après, vous essayez de calculer quels sont vos revenus et quels sont vos bénéfices. Mais écoute, tout ça devient difficile, hein? Parce qu'attendez, un étudiant qui termine, moi j'ai fait l'IFACIC, finalement qui veut lancer son agence de presse, doit réfléchir comme ça absolument. Alors ça, c'est voilà pourquoi lorsqu'on me pose la question, mais comment je dois faire, quelles sont les étapes, j'ai dit, mais il faut se former, parce que c'est quelque chose d'important, parce que j'insiste toujours sur la formation. Parce que tu ne peux pas lancer une pharmacie si tu n'as jamais lu un livre sur la pharmacie, si tu n'as jamais même lu un livre sur le marketing. C'est difficile. C'est que nous assistons à beaucoup d'échecs. Les gens peuvent dire non, c'est parce que l'économie du Congo c'est très difficile. Mais pour moi, la première cause, c'est parce que les gens ne se forment pas, les gens ne veulent pas être informés, les gens ne veulent pas se former, les gens ne veulent pas être accompagnés. C'est ça la première difficulté. Alors, pour revenir à l'étudiant, est-ce que l'étudiant doit... Alors, l'étudiant peut s'arrêter à ce qu'on appelle connaître son modèle économique. Dans son modèle économique, qu'est-ce qu'on y trouve? Vos produits et services. À qui est-ce que vous voulez vendre? Qui sont vos clients? Et ensuite, comment est-ce que vous allez mettre en place? Comment est-ce que vous allez atteindre vos clients? Basiquement, on peut commencer comme ça, juste en définissant son modèle économique. En fait, ça, c'est un modèle économique VIP parce que la maman de Célimba, elle ne va pas faire ça pour avoir son étalage de tomates. Non, nous avons eu à former aussi à l'époque, bien sûr, des femmes. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre un commerçant et un entrepreneur. Alors, puisqu'on parle des affaires, on ne parle pas simplement des affaires en termes que je lance moi une histoire là. Non, on parle vraiment de véritable business.
Alors, il y a cette différence. Un commerçant, il suffit de savoir qu'est-ce que je veux vendre. Je veux vendre les tomates. Je veux vendre ça où? Au marché. Où est-ce que je vais acheter les tomates? C'est là. Elle achète, elle expose. J'ai acheté à 1000 francs, je vais vendre à 1200. Mais ce n'est pas ça le processus d'un entrepreneur. Voyez-vous, ce qu'un entrepreneur est vraiment différent d'un commerçant. Donc, alors, la petite différence que je fais, ça réside au niveau de la vision. Un entrepreneur s'est dit, je vais créer une boulangerie, mais je commence par vendre du pain sur une table. 5 ans après, j'ai ma boulangerie. Voyez-vous? Combien de mamans que nous connaissons aujourd'hui, ça fait 10 ans, qui sont toujours en train de vendre du pain sur cette table-là. En fait, pour eux, l'essentiel, c'est que le minimum soit assuré, le minimum de vie soit assuré. Voilà, donc c'est ça. Alors moi, je parle vraiment de quelqu'un qui veut être véritablement entrepreneur. Moi, je parle aux entrepreneurs. Moi, je ne m'adresse pas aux commerçants. Si je dois m'adresser aux commerçants, ce sont des commerçants qui veulent vraiment devenir des véritables entrepreneurs. Alors, y a-t-il un montant minimum d'argent, de capital qu'il faut avoir absolument pour être un entrepreneur? Il n'y a pas un montant minimum. On peut commencer avec 0 francs, c'est possible. 0 francs? Ouais. 0 francs? 0 francs, c'est possible. Non, mais attends, comment on fait là avec 0 francs? Je suis curieuse. On n'a rien et on est entrepreneur. On commence une affaire. C'est simple. C'est pas compliqué. Ah. Pour commencer votre business, c'est l'idée. Ensuite, vous transformez cette idée en quelque chose de rentable. Moi, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des idées. Je me mets, je crée mes idées, je vais voir Madame Grace, donne-moi l'argent pour lancer. Ah, dans ce sens. Ah, ok. Ça, voilà, quand je dis ça aux gens, c'est vrai, les gens s'étonnent, mais oui, justement ça. Parce que beaucoup de gens sont bloqués en se disant, ah, j'ai pas d'argent. Non, si tu n'as pas d'argent, mais tu as une idée, mais tu as la force, tu as des relations. Alors, utilise la force que tu as, utilise l'intelligence que tu as, utilise la force que tu as, utilise les relations que tu as. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on peut commencer avec 0,0 comme tel. Moi, je peux vous dire que j'ai commencé mon business avec 25 cents Vodacom. Ah, très intéressant. Ouais. Comment je fais? J'avais 25 cents dans mon téléphone. J'ai dit, je vais inviter les gens, que les gens viennent m'écouter. J'ai fait des SMS à une centaine de personnes. À la première réunion, j'ai eu 8 personnes qui sont venues et je leur parlais de ce que je vous dis aujourd'hui. Ça date actuellement de 6 ou 7 ans. À la prochaine réunion, ils étaient à 10. À la prochaine réunion, jusqu'à ce que je me suis rendu compte que dans le salon de mes parents, j'avais 100 personnes à qui je m'adressais. En plus, c'était au salon des parents. En plus. On n'a pas besoin de louer un espace comme tout le monde pense. En plus, voyez-vous. Et qu'aujourd'hui, je suis à la télé, aujourd'hui, j'ai fait ce que je fais, je ne suis plus dans les salons de mes parents. Plusieurs fois, j'ai eu à louer des bureaux, voilà. Mais je peux dire que tout a commencé là. Mais est-ce que j'ai grandi avec 25 cents? Non. Voyez-vous, mais tout est parti de là. Aujourd'hui, quand tu as un compte Facebook, ça te suffit. Quand tu actives, pourquoi tu actives $1 d'Internet si je dois parler aux jeunes? Pourquoi tu actives $1 d'Internet aujourd'hui, tout le jour, juste pour poster des photos? Mais tu peux vendre une valeur aujourd'hui. Donc voilà. Donc il n'y a pas de montant. Il n'y a pas de montant fixe. De montant fixe. Un projet peut avoir un montant fixe. Mais la manière de le commencer peut être différente. Voilà. Comment faire face, coach, aux taxes, aux impôts quand on est au début d'une affaire? Parce que les taxes, les impôts finiront par venir. On a peur, des fois même, d'aller s'enregistrer au service de l'État parce qu'on se dit, ils vont venir et je n'ai fait aucun bénéfice. Comment on fait face à ces choses? Alors, comment faire face aux taxes? Il faut payer les taxes. Déjà. Au début. Déjà, même quand on n'a pas de bénéfice. Je vais y arriver. Moi, j'encourage aux entrepreneurs d'avoir d'abord la volonté de payer parce qu'on ne peut pas fuir. Donc, c'est une conscience, c'est une obligation légale. Alors, comment s'en sortir? La première des choses, il faut s'informer. Malheureusement, quand je discute avec les entrepreneurs, non, moi, je ne vais pas légaliser parce que les taxes, je dis, ok, c'est quoi la TVA? Comment on paie? Mais comment tu fuis quelque chose que tu ne connais pas? Comment tu fuis quelque chose que tu ne sais pas expliquer? Voyez-vous? Et même lorsque les agents de l'État véreux qui viennent demander des taxes aux entrepreneurs, ils en profitent en fait derrière l'ignorance. D'accord. Paye ça, sans comprendre. Voyez-vous? Il y a des choses que tu ne peux pas payer, mais ils viennent, n'importe qui vient chez toi, paye ça, et que tu as peur. Et comme on est aussi un peu influencé par cette mentalité, non papa, moi et loco, yo. Pourtant, tu es dans tes droits. Donc il faut commencer par connaître quelles sont tes taxes lorsque tu veux lancer ton business.
savoir faire une estimation des taxes que tu vas payer par rapport à la taille de ton business. Troisièmement, tu peux te faire accompagner par un expert comptable. Quelque chose, c'est de très important. Quatrième de chose, il faut bien tenir sa comptabilité. C'est très important. Bien tenir votre comptabilité vous permettra de bien calculer vos taxes. Voilà. Et juste insistant, il est possible de payer, même si vous êtes au début. Mais on n'a pas de bénéfice, c'est ça notre Je reste souci. convaincu. Alors, comment aujourd'hui, il y a la flexibilité de l'État qui, lorsque vous êtes au début, vous pouvez écrire à l'État, au service. Voilà, au service, ils peuvent vous accorder un délai de grâce. Donc, je pense que c'est possible. Vous pouvez aller sur 6 mois, sur une année, je ne sais pas, sur 3 ans. Je pense que c'est possible d'écrire. Donc, il faudrait écrire. Mais lorsque vous êtes au début, j'estime que vous n'avez pas beaucoup de taxes. Oui. Parce que les taxes, c'est calculé en fonction de quoi? Mais après voilà. Les taxes, ils n'informent pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on monte une affaire, après, il faudrait quand même qu'ils viennent nous informer pour nous dire, allez, voilà, vous allez payer telle taxe. Mais finalement, ils viennent seulement, vous devez payer ça, ça, ça. Ils devraient quand même nous accompagner les entrepreneurs qui doivent savoir. C'est un souhait, mais nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est supposé comme ça. C'est à vous d'aller vers eux ou c'est à vous de vous informer. C'est à vous d'avoir un expert, quelqu'un qui peut vous coacher par rapport à ça, qui peut vous expliquer. Je pense qu'il est possible. Si vous lancez votre business, en fonction de quoi vous allez payer les repères, c'est ça. Vous devez les calculer. Et si vous dites que vous n'avez pas de bénéfices, tout ça, à la fin de l'année, vous déclarez nul. Donc, il y a des déclarations qui sont nulles, vous ne payez rien du tout. Donc, il est possible aussi savoir la forme juridique que vous avez. En fonction de la forme juridique, vous devez savoir quels sont les types de taxes que je paye par rapport à la forme juridique que j'ai. Comment savoir, coach, que nous sommes sur la voie de la réussite lorsqu'on vient d'entreprendre? Qu'on est sur la bonne voie, on n'est pas en faillite, quand on commence ou quand on est en train de continuer? Lorsqu'on est rentable, oui. déjà on le parce que sait. c'est déjà ça qui nous intéresse. Hein? Mais ce qui vient avant ça, c'est qu'il faut toujours avoir des indicateurs. Oui. C'est quelque chose de très important. Quels sont vos objectifs dans votre plan de croissance? Vous devez veiller sur ça. Okay. Déjà pour réussir, vous devez vous dire, vous devez embaucher des bonnes personnes. Ouais. C'est déjà ça le départ de la réussite. Sur 10 entrepreneurs, 6 entrepreneurs aujourd'hui peuvent témoigner que leur échec est dû aux compétences du personnel qu'ils avaient engagé avant. Et là, c'est un sérieux problème. Moi-même aussi, j'ai vécu ça, en fait. C'est vrai, je ne jette pas la faute sur le personnel, mais il n'y a pas un certain degré très élevé en termes de responsabilité professionnelle lorsque vous travaillez avec les gens, surtout lorsque vous êtes au début. Parce que les gens n'ont pas toujours cette conscience professionnelle-là de pouvoir développer les business avec vous. Donc, c'est important de pouvoir engager les bonnes personnes et définir des objectifs. Okay. Et ensuite, veiller à ce que cela puisse marcher, puisse réussir, bien sûr. Et puisque nous parlons business, coach, nous parlons audit aussi. Ouais. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir un audit quand nous créons une entreprise? Et comment ça se passe? L'audit peut être interne. Oui. L'audit peut être interne, l'audit peut toucher les finances. Parce que, bon, actuellement, quand on parle de l'audit, on parle essentiellement des finances aujourd'hui. Parce que l'audit peut être interne. C'est que vous pouvez avoir un comptable à temps plein ou un comptable à temps partiel. Si vous avez simplement un caissier, donc vous pouvez de temps en temps, chaque fin du mois, faire venir un comptable ou un expert comptable pour vérifier, pour voir comment ça se passe. C'est important parce que ça vous permet de connaître exactement si vous êtes sur la voie de la réussite, bien sûr. Si vous êtes si votre entreprise est en train de faire de bénéfices ou pas, comment est-ce que vous gérez l'argent. Parce que l'argent, c'est quelque chose de très... l'argent, ça vient et ça part vite. Donc, je donne un exemple. Le $100 que tu as aujourd'hui et que tu les dépenses, après
une semaine, on te demande qu'est-ce que tu as fait avec les $100, c'est difficile qu'on se souvienne. Tu vois, s'il n'y a pas de traces, si ce n'est pas bien suivi. C'est la même chose. Parce que beaucoup de gens gèrent leur entreprise comme si c'était leur poche, quoi. Voyez-vous, donc ils ne suivent rien du tout. Ils ne savent pas si vraiment leur entreprise est rentable ou non, s'ils font de bons prix ou pas. Voilà. Donc c'est important de faire ces audits-là parce que ça vous permet justement de réajuster les choses qui ne marchent pas. La fréquence de l'audit, par mois, par semaine, par an? Ça peut être par mois, ça peut être trimestriel. L'audit interne peut se faire chaque mois. Si le chef d'entreprise lui-même est bien outillé, chaque mois, il peut le faire. Mais il peut le faire, il peut engager quelqu'un trimestriellement ou semestriellement pour le faire. Voilà, nous allons parler. Il y a encore une question qui m'a vraiment tenu à cœur lorsque je préparais cette émission. Les entreprises familiales, comment ça se gère? Est-ce que c'est une très bonne chose de les gérer en famille ou il faut absolument que chacun le fasse à sa manière? Est-ce qu'il y a des points forts, il y a des points faibles? Alors, entreprise familiale, la famille et l'entreprise. On le met ensemble, ça fait entreprise familiale. Alors, moi, je conseille souvent, c'est que... Dites-vous, il y a la famille, ensuite il y a l'entreprise. Donc, organisez-vous en termes d'entreprise. Si le papa, c'est le directeur général et que le fils, c'est le directeur général adjoint, lorsqu'il y a un deuil à famille, le papa lui va dire « je prends l'argent dans la caisse pour soutenir le deuil ». Malheureusement, sans que ça passe dans les cycles. Justement, donc il faut faire la part de choses. Il faut qu'il y ait cette dimension-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises familiales congolaises ne durent pas dans le temps. Parce qu'à cause de cette difficulté, c'est pas que la petite sœur peut venir crier sur un employé parce qu'il est la fille du propriétaire. Ça ne se fait pas. Donc, il faut faire la différence. Est-ce que c'est tout le monde qui est employé? Parce que si vous avez une entreprise familiale, ça ne veut pas dire que vous êtes employé dans l'entreprise. Si bien sûr, vous n'êtes pas employé expressement. Donc, il faut faire cette différence-là. C'est une bonne chose. Parce que véritablement, si nous regardons de grandes entreprises aujourd'hui dans le monde, ce sont des entreprises familiales qui ont fait 80 ans, 100 ans, 200 ans, aujourd'hui qui contribuent véritablement dans l'économie. On peut aujourd'hui parler particulièrement des États-Unis aujourd'hui. Donc je pense qu'il est possible parce que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est possible, vraiment. Mais en fait, les points forts d'une entreprise familiale, quels sont? C'est juste le lien familial? Plus on est unis en famille, on va quand même faire... Pas juste le lien familial, mais c'est une philosophie en fait. Voyez-vous, c'est une philosophie que vous transmettez, c'est une culture. Voyez-vous, c'est quelque chose... si vous avez par exemple été la première famille à avoir lancé un concept, un produit, vous devez veiller, garder ça. Voyez-vous, c'est comme un royaume. Vous devez veiller, continuer à perpétrer ça. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais malheureusement, on n'a pas cette culture de... Malheureusement, au Congo. Au Congo, bien sûr, de pérennisation. Voilà. Alors, peut-on parler des crédits bancaires? Parce que finalement, plusieurs, je pense que c'est ce que vous avez déjà entendu, surtout des jeunes, on veut se lancer, mais il y a beaucoup de conditions dans les banques. Est-ce que pour monter d'abord une entreprise, il faut absolument, je reviens à cette question, avoir un crédit bancaire? Absolument non, parce que vous ne montez pas votre entreprise pour avoir des crédits. Parce que vous devez monter une entreprise, trouver des investisseurs dans un premier temps. Et ensuite, parce qu'il y a des conditions. Si vous ne respectez pas aux conditions bancaires, c'est qu'il vous est difficile justement d'avoir accès à ces crédits-là. Est-ce qu'il faudrait nécessairement l'avoir? Ça dépend à quel moment vous devrez l'avoir. Parce que le crédit, on l'a quand et pourquoi? Parce que lorsque votre entreprise connaît déjà une certaine croissance, et ensuite vous voulez encore faire grandir votre entreprise, vous avez besoin de recourir à un crédit qui va accélérer votre croissance. Voyez-vous, vous étiez à 1, vous êtes arrivé à 10, maintenant vous voulez aller à 100. Si vous suivez votre rythme, vous allez arriver à 100 à 2 ans ou en 3 ans ou en 10 ans même. Alors un crédit bancaire peut accélérer cette croissance-là en moins de temps. Donc ça c'est à ce moment-là. Donc si vous voulez commencer votre affaire, vous devez absolument chercher un crédit bancaire. Ça dépend de l'accessibilité. Mais il y a plusieurs moyens aujourd'hui d'élever de l'argent. On a parlé de la famille aujourd'hui. Vous pouvez en parler à la famille. Vous voulez lancer votre business, on appelle ça du love money.
Ok. Donc, vous contactez les gens qui vous aiment, les gens qui vous apprécient. Dites, j'ai un projet, regardez, je veux faire ça, ça, ça. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Donc, les gens peuvent vous donner l'argent sans entendre quelque chose en retour aujourd'hui. Vous pouvez aussi, bien sûr, chercher des investisseurs particuliers. Les gens qui ont des cash, les gens qui ont des trésoreries, ce qu'on appelle les trésoreries oisives, donc qui ont de l'argent, qui est thésaurisé dans leur compte en banque, qui peuvent vous soutenir, bien sûr, si vous savez faire des affaires avec eux. Mais alors, pourquoi les banques aujourd'hui en RDC conditionnent tellement l'accès au crédit bancaire? Ah, ils ont leurs raisons. Parce qu'une des raisons que le banque donne, parce que nous avons quand même assisté à plusieurs plénières avec le banque et tout, c'est parce que le taux de risque en RDC est très élevé. D'accord. Donc, ce qui fait que le pourcentage de remboursement ici en RDC est aussi très élevé. Donc, il y a des conditions à respecter. Alors, moi, je dis toujours, on connaît les problèmes des entrepreneurs, le banque a ses exigences. Je pense que d'un côté, tout comme de l'autre, doit faire des efforts justement pour conjuguer. D'un côté, pas forcément alléger de la mauvaise façon, mais alléger avec à un certain niveau de contrôle des disciplines. Les entrepreneurs doivent grandir, mettre ça ensemble pour qu'on réussisse, parce que c'est très important. Parce que si les banques restent très rigides, ils ne favoriseraient pas les entrepreneurs. Donc l'idéal, c'est de dire à quelqu'un, on a 100 000 $ pour toi, on va t'accompagner, on te donne 10 000 pour que tu amènes ton entreprise à ce niveau ici. Ok, tu atteins au moins un certain niveau par rapport à nos exigences. Et ensuite, on va t'ajouter 10 000 pour que tu arrives là. Et lorsque tu vas arriver peut-être là, on va t'ajouter les 80 000 parce que tu as atteint les critères. Moi, je pense qu'il y a cette collaboration-là que je propose, bien sûr, aux banques et aux entrepreneurs. Nous sommes en train de clôturer. 2 dernières questions avant de clôturer. La première, quels sont les secteurs favorable pour entreprendre à Kinshasa ou en RDC? Parce qu'on se pose des questions, je vais entreprendre dans quoi? Oui, j'ai les idées, mais bon, je ne sais pas, ou bien j'ai l'argent, mais je vais entreprendre dans quoi? Quelques pistes. Alors, à cette question, les gens, il y a tout le temps, par semaine, je reçois des messages, en quoi est-ce que qu'est-ce que je veux faire avec mon argent, j'ai autant. Alors moi, j'ai 3 types de réponses. Parce que la première réponse, c'est que pour savoir les secteurs, tous les secteurs en RDC est rentable pour moi. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a, je dirais, quasiment, il n'y a pas de monopole en fait. Tout le secteur est ouvert en fait à tout entrepreneur. Donc, peu importe le secteur dans lequel tu désires te lancer aujourd'hui, il y a moyen à ce que tu sois rentable. La deuxième réponse, même si on te dit vendre les arachides est rentable, mais attention, un business n'est jamais rentable automatiquement. Tout dépend de qui veut entreprendre, de comment il veut entreprendre, et quelles sont les stratégies qu'il va mettre en place justement pour qu'il soit rentable. Il y a des gens aujourd'hui qui échouent dans le taxi, ce n'est pas forcément parce que le business de taxi ne marche pas au Congo. Non, c'est parce que les gens qui lancent le business de taxi, ils n'ont pas peut-être un certain niveau de gestion. Ils n'ont pas maîtrisé tout le circuit de maintenance et tout. Voilà, ils se lancent comme ça et ils sont heurtés, ils sont surpris. Voilà, et ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la notion de risque. Mon business, à quel niveau de risque, ils ne connaissent pas ça. Comment je vais faire pour gérer voilà, tout ça, ça joue, ça influence sur la réussite ou l'échec d'un business. La troisième réponse que je donne aux gens qui posent la question, c'est que dans quel secteur entreprendre? Eh bien, vous devez identifier, regarder dans votre environnement quelles sont les opportunités qui se présentent à vous. Alors, pour répondre concrètement, aux gens qui n'ont pas assez d'argent, qui veulent entreprendre, vous avez, disons, entre 100 $ à moins de 2000 $. Il y a ce qu'on appelle des small business, de petits business que vous pouvez faire avec 100 $ qui sont de business, je dirais, à 80 ou à 100% rentables. Aujourd'hui, on a le moto. On a des points de lavage de moto. Mais c'est un secteur qui est rentable, que vous pouvez commencer avec, avec moins de 500 $. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui d'Nganda. Un truc simple, je dirais peut-être banal, mais avec moins de 100 $, vous pouvez commencer ce genre de business. Mais si vous avez un peu de fonds, vous pouvez innover, créer des Nganda modernes ou créer des points de lavage moto ou auto modernes. Donc, ce sont de small business que vous pouvez commencer avec 1 000 $, 1 500, 2 000, 5 000, 10 000. Aujourd'hui,
Il y a le secteur aujourd'hui de la cordonnerie, des chaussures. On a de bottiers qui sont talentueux aujourd'hui. Il suffit que tu mettes $1000, tu peux produire 10 paires de chaussures. Et que tu vends une paire, si bien sûr il y a de la qualité derrière, tu vends une paire à $200, en fait, tu as $2000 de revenus. Exactement. Voyez-vous? Donc, il y a des histoires de business qui se trouvent autour de nous. Malheureusement, on n'a pas un certain niveau d'ouverture d'esprit justement pour détecter savoir le faire. Finalement, d'où il faut chercher à être accompagné par des coachs. Voilà. Moi, c'est ce que vous disait tout à l'heure, il faut avoir une idée. D'abord, l'idée, on ne vient pas comme ça, j'entreprends dans quoi, on a l'idée et puis après, on cherche le coach. Ouais. Une dernière question avant de nous séparer. On a l'impression, j'ai l'impression personnellement, que dans notre pays, on favorise plus les étrangers. Pour ne pas les citer en pleine émission, mais tout ce qui est supermarché des Congolais, tout ce qui est investissement des Congolais a beaucoup plus de taxes par rapport aux étrangers. Vous êtes sûr? Vous êtes d'accord avec? Je ne sais pas la cuisine interne. D'emblée, selon tel que vous le dites, il paraît... je ne sais pas trop si c'est vrai ou c'est pas faux, je ne saurais pas affirmer ou infirmer cela. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les Congolais, en fait, nous, on n'a pas... Il faut que nous puissions devenir des véritables entrepreneurs. Des vrais hommes d'affaires. Des vrais hommes d'affaires, justement. Il faudrait qu'on s'éloigne un peu de la politique. Parce que les personnes, les étrangers, eux viennent faire les affaires. Okay? C'est vrai, il y a un peu de politique derrière aussi, mais ils viennent véritablement faire les affaires. Aujourd'hui, quand tu demandes à un Congolais qui a $5 millions, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, la réponse est simple, c'est l'immobilier. Ah, on investit beaucoup dans l'immobilier aujourd'hui. Les Congolais aiment construire. Ah, avoir une maison, être sûr, mais oui. C'est bien, c'est pas mal, mais après, en fait, tu vois, c'est qu'il faut donc qu'on se diversifie. C'est que le marché aujourd'hui, ici au Congo, est très grand. Il faut qu'on se diversifie. Et il y a énormément de besoins, même en province. Donc, il y a des besoins. Alors, est-ce que les étrangers sont favorisés? Je ne sais pas. Mais est-ce que le Congolais se bat pour construire des business, des gros business? Je ne pense pas. D'accord. Voilà. Je crois que ça sera le mot de la fin. Vous voulez ajouter encore quelques 2 ou 3 mots avant qu'on se sépare? Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un réel plaisir. Et je souhaite à tout le monde d'entreprendre. À la question, et de réussir. Et de réussir. À la question, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? J'aime répondre à cette question en disant, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais un entrepreneur peut sortir de n'importe qui. Très belle phrase qui conclut cette émission. Merci de nous avoir suivis sur Média Business Télévision, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais un entrepreneur peut sortir de tout le monde. J'aime beaucoup cette phrase. Je nous encourage à entreprendre, je nous encourage à être indépendants et avoir une grande société en RDC, des hommes d'affaires forts et dynamiques. C'est notre vœu pour notre pays. Faisons quelque chose pour la République. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ici. Alba, Patrick Mwamba, Yoris Yangba, parfait. BH à la coordination et Papi Kaouma. Merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Facebook Live et qui nous suivront sur YouTube. Nous nous retrouvons très vite sur les mêmes antennes avec le même plaisir. Au revoir. Cracky.